En 1925, en Allemagne, naît une organisation qui connaîtra de sombres heures de gloire, la Schutzstaffel. Ce service d'ordre, d'abord chargé de la protection d'Adolf Hitler, est constitué de SS, ces agents réputés pour leur cruauté, leur barbarie et pour leur loyauté au Führer. Son ascension fulgurante le fait passer d'un groupuscule inconnu à une véritable organisation, formant même un État dans l'État. Poursuivi pour crimes contre l'humanité après la guerre, la Schutzstaffel a été à l'origine de la mise en œuvre de la solution finale et des terribles massacres de civils en Europe. Vous écoutez la Schutzstaffel, un État dans l'État. Première partie. Munich, 1925. L'extrémiste Adolf Hitler a rassemblé une dizaine de partisans dans une brasserie. Il sort de prison après un putsch raté. Il décide de créer un service d'ordre. Ce sera l'escadron de protection, en allemand la Schutzstaffel, que l'on désigne par ses initiales, la SS. La SS est une garde prétorienne, c'est une milice. Johann Chapoutot, historien. Une milice politique, une milice de militants qui sont prêts à mettre en jeu leur corps, voire leur vie, pour protéger le chef, pour protéger le Führer du parti. Une milice pour le chef, rien de plus. Dans ces années 20, la SS ne représente pas grand-chose. L'organisation qui compte, c'est la SA, la section d'assaut. On les appelle les chemises brunes. Ce sont des troupes issues des classes populaires qui se battent dans les rues contre les communistes et veulent porter Hitler au pouvoir. Les SA sont des bataillons de plusieurs milliers d'hommes. Les SS, une milice de quelques dizaines seulement. Ils se distinguent à leur uniforme noir et un emblème de tête de mort en mémoire d'un régiment cosaque de la Première Guerre mondiale. Mais en 1929, un homme change le destin de la SS. Son nouveau chef, un ingénieur agronome, Heinrich Himmler. Il va en faire progressivement un État dans l'État. À son arrivée, les SS sont 280. 2 ans plus tard, ils sont déjà plus de 15 000. Himmler est quelqu'un qui a des idées et des projets très précis pour cette unité, qu'il voit comme une élite raciale, intellectuelle et comme une avant-garde. Himmler cherche donc à transformer cette modeste milice en élite du peuple germanique. Son premier objectif est d'y attirer un nouveau type de recrue. Pour y parvenir, il donne à la SS une nouvelle mission. Très rapidement, il crée ce qu'on appelle le service de renseignement, le SD. Le service de renseignement de la SS qui doit constituer des dossiers, constituer des fiches, d'abord sur les gens du parti, mais aussi sur les ennemis du parti pour tenir tout le monde. Et la constitution de ce SD au sein de la SS, de ce service de renseignement, change totalement la nature de la milice, puisque désormais, on va recruter des intellectuels, de jeunes intellectuels, de jeunes diplômés de l'université. Au tournant des années 33, il y a 17% des membres de la SS qui ont un doctorat. Nicolas Patin, historien. Et ça, si vous voulez, ça permet d'aimanter, de rendre désirable pour un certain nombre d'Allemands un peu plus éduqués l'arrivée dans la SS. C'est-à-dire qu'en gros, pour le dire vite, d'un côté, on a les sections d'assaut, les chemises brunes, qui, elles, sont là pour faire le coup de poing avec les communistes dans la rue. Et de l'autre côté, il y a la SS, l'uniforme noir, extrêmement cintré, ce caractère très tenu, très élitiste. Officiellement, pour entrer dans cette élite, il faut remplir des critères draconiens. Les SS doivent se rapprocher du germain idéal défini par Hitler. Entre 25 et 35 ans, au moins 1m74, le crâne allongé, blond aux yeux bleus, aucun défaut physique. Il faut enfin et surtout prouver qu'on est prétendument de race pure par son arbre généalogique depuis 1750. Ça permettait de voir si on est bien d'ascendance allemande, mais en second lieu, voir aussi si dans la famille, il n'y a pas trop de dépressifs, d'alcooliques, de suicides, de cancers, etc., etc. Et donc, Himmler met en place comme ça des procédures qui sont extrêmement importantes et qui constituent une des présentations de soi de la SS les plus importantes parce que c'est là que naît cette image d'une élite racialement consciente et parfaite du mouvement national-socialiste. En réalité, entrer dans la SS est beaucoup moins sévère qu'on ne le prétend. On est intégré surtout par militantisme. La sélection intraitable est une affaire de propagande.
Les effectifs de l'organisation croissent très rapidement. David Gallo, historien. Il va de soi qu'il n'y a pas à ce moment-là dans la SS une armée de médecins raciologues, double décimètre en main, capables de mesurer les crânes des militants qui se pressent pour entrer dans la SS. L'essentiel n'est pas tellement la réalité de cette sélection raciale aberrante, mais bien plutôt le postulat qui permet à la SS de se présenter comme une élite, d'affirmer au sein du nazisme qu'elle regroupe l'élite raciale du peuple allemand. En janvier 1933, Adolf Hitler, chef du parti nazi, est nommé chancelier du Reich. Pour son premier discours, il a placé au pied de la tribune sa nouvelle troupe d'élite, l'ASS, une force de 50 000 hommes désormais, totalement dévoués à leur chef. L'Odeonsplatz de Munich. Un lieu symbole de l'ASS. Novembre 1933, 10 mois après sa nomination, le Führer lance un nouveau rite. Tous les 8 novembre, sur cette place, les SS viendront collectivement lui prêter serment. Une étape cruciale dans leur embrigadement. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans la SS ? Tout simplement, déjà, ce serment, nous te prêtons fidélité à toi, Adolf Hitler, jusqu'à la mort. Et ce jusqu'à la mort est très important, parce qu'il va fonder, si vous voulez, une sorte de radicalité de cette entrée dans l'organisation et un abandon de sa propre individu jusqu'à l'extrémité du don de soi-même. Après ce serment, le SS n'est plus un individu. Il doit s'effacer derrière le groupe et accomplir sa tâche avec fanatisme. Nous, tout ce qu'on considère comme être le pire des défauts personnel, le fanatisme, l'antisémitisme, pour une partie des nazis, et évidemment surtout pour cette élite qu'est la SS, c'est des qualités. Dans les rapports bureaucratiques que la SS produit très régulièrement sur ses cadres, la première qualité, c'est un vrai fanatique. C'est une qualité. Ce fanatisme, les SS l'éprouvent le 30 juin 1934. Hitler a déjà fait de l'Allemagne une dictature, mais certains de ses alliés d'hier sont encombrants. Ernst Röhm, par exemple, le chef de la SA, les chemises brunes. Il est très populaire. Une menace pour le Führer qui veut s'en débarrasser. La nuit du 30 juin, les SS assassinent Röms et tous les chefs de la SA. Les Allemands sont prévenus, la SS est capable de tout. Himmler, lui, a désormais les mains libres. Avec sa SS, il va pouvoir se consacrer à son obsession, donner à l'Allemagne un nouveau destin. Dans la campagne saxonne, la petite ville tranquille de Quedlinburg. Ce 2 juillet 1936, la cathédrale accueille un hôte d'importance. Heinrich Himmler est en visite avec le gratin de la SS. Il vient fêter le 1000e anniversaire du roi germanique Henri Ier, dit Henri l'Oiseleur, un glorieux ancêtre qui résista aux invasions de l'Est. En s'inclinant devant le tombeau royal, Himmler veut imposer une nouvelle histoire de l'Allemagne. La SS entend prouver que le Germain est depuis toujours un homme supérieur. De leur point de vue, le Germain a tout créé dans ce qui constitue notre civilisation. La philosophie, c'est eux. Les mathématiques, c'est eux. La musique de Jean-Sébastien Bach, c'est eux. Ils vont jusqu'à dire que Platon et les Grecs de l'Antiquité sont des Germains, parce qu'ils ont créé une civilisation merveilleuse. Cette race-là, qui est l'éminence même, est menacée par des gens qui lui veulent du mal. Et au premier chef, il y a cet autre peuple ou cette autre race qui se prétend elle-même être le peuple élu, c'est-à-dire le peuple juif ou, comme ils disent eux, la race juive. Et de leur point de vue, il y a une espèce de gigantomachie, de combat des géants qui structure toute l'histoire depuis des millénaires entre, d'un côté, des juifs méchants, destructeurs, haineux, et de l'autre côté, une germanité bonne, douce, créatrice de culture, est tellement bonne qu'elle en est naïve, et donc victime de sa bonté morale. Tous les SS sont formés à cette relecture de l'histoire.
À cet effet, ils suivent des cours du soir. Ce fascicule mensuel, par exemple, est destiné aux officiers SS. On y trouve des articles sur les glorieux ancêtres, comme le prince Eugène de Savoie, sur les Allemands illustres, comme Richard Wagner, mais aussi des instructions pour être un parfait SS. On y apprend aussi à combattre ses ennemis, et notamment le christianisme, considéré comme une des plus monstrueuses créations des Juifs. Le christianisme, à leurs yeux, c'est du judaïsme. Vous avez au sein de la SS toute une batterie de cours d'idéologie, de cours d'histoire et de biologie qui vous enseignent que l'évangélisation de l'Allemagne, ce sont des prêtres qui sont en fait des rabbins, qui sont venus modifier la culture germanique originelle, introduire l'idée de péché, qui sont venus promouvoir des valeurs totalement néfastes à la vie. L'humanisme, l'universalisme, tout cela, les SS apprennent au cours de leur formation, eh bien, qu'il ne s'agit là que de foutaises, que de principes de pitié larmoyante, disent les idéologues SS. Le christianisme, en tant que culture, c'est-à-dire le judéo-christianisme, doit disparaître, doit être éradiqué et extirpé de la culture allemande pour que les Germains puissent redevenir ce qu'ils étaient à l'origine, c'est-à-dire des bêtes blondes à l'état de nature. Les SS sont donc invités à s'éloigner de tous les rites chrétiens. Terminez les baptêmes traditionnels. Les prières sont remplacées par des extraits de Mein Kampf, le livre du Führer. Et le portrait de Jésus laisse sa place à celui du vrai messie des SS, Adolf Hitler. Mais dire que les Germains sont aux origines de la civilisation ne suffit pas. Il faut le prouver. C'est là une des premières missions de la SS. Les Externsteine sont des formations rocheuses au cœur de la forêt saxonne. Elles ont servi d'ermitage au Moyen-Âge et peut-être aussi à plus que cela. C'est du moins l'avis d'Himmler, persuadé qu'il s'agit d'un ancien lieu de culte saxon. Espérant trouver ici un signe de ses glorieux ancêtres, il ordonne à la SS d'y effectuer des fouilles archéologiques. On voit Himmler et la SS envoyer des archéologues un peu partout, en Allemagne, pour essayer de trouver dans le sol de la Germanie les preuves indubitables de l'excellence de l'artisanat, de l'art et de l'intelligence germanique. Himmler ne s'arrête pas aux frontières de l'Allemagne. Il envoie aussi une expédition au Tibet sur les traces des premiers Aryens, ou une autre à la recherche du Saint Graal. Les résultats sont très décevants. Mais ces recherches permettent à la propagande de marteler un même discours. Les Allemands sont les descendants d'une race supérieure, et les nazis en sont les nouveaux représentants. Quitte à prendre quelques libertés avec la réalité, Hitler et Göring y sont transfigurés. La publicité de Hugo Boss montrait une sorte d'idéalisation de Hitler qui avait l'apparence d'être grand. Les cheveux étaient plutôt bruns clairs ou blancs. Paola Dill, sociologue. Il était à côté de Göring, qui était beaucoup plus mince qu'il était en effet. Donc ça ne veut pas dire que le public ne voyait pas. Bien sûr que tout le monde savait que Hitler n'était pas si grand et il n'était pas blanc et il n'était pas l'idéal arien. Par contre, il y a le côté de susciter les envies, l'envie d'être comme l'arien. Mais la SS ne se contente pas de définir un idéal. Himmler prépare ses troupes à une mission beaucoup plus sinistre. En 1936, le chef de la SS monte en grade. Il chapeaute désormais toute la police allemande. Même la Gestapo créée par Göring, la redoutable police politique, est tombée dans son escarcelle. L'ancien groupe de militants est en train de devenir une gigantesque force de répression. 1936, c'est le moment où Himmler commence vraiment à réorganiser l'ensemble de la SS et de la police et va faire fusionner les deux institutions. Il va faire fusionner un corps d'élite de militants politiques
qui ont une idéologie, qui ont un programme politique à appliquer, avec ce qui devrait être un corps d'État apolitique, la police. Et c'est là que le résultat terrible va se lier. C'est-à-dire que la police n'est pas un organe totalement innocent, et qu'en prenant la tête, en 1936, Himmler va pouvoir sculpter un outil du crime. Avec une police aux ordres, la SS peut se lancer dans une nouvelle tâche, la chasse aux parasites. Ceux qui nuisent, selon l'idéologie nazie, à la race allemande. Les premiers visés sont les handicapés. Les films de propagande les présentent comme des sous-hommes inutiles dont il convient de se débarrasser. Ils vont être stérilisés, et ça, c'est les SS qui président à ce programme-là. Et ensuite, dans un second temps, à partir de 1939, dans un contexte de guerre, les malades considérés comme héréditaires vont être tués par un programme d'euthanasie qui s'appelle le programme T4 et qui a fait 200 000 morts jusqu'en 1945. L'ennemi principal, le plus dangereux pour les nazis, ce sont évidemment les Juifs. Mais les SS sont face à un problème. Contrairement aux handicapés, les Juifs sont difficiles à identifier. Dans tous les autres régimes qui sont fondés sur la question raciale, l'apartheid en Afrique du Sud ou les politiques de ségrégation aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la ligne de couleur, la color line, qui permet de séparer, si vous voulez, le peuple qu'on a envie de construire comme étant blanc et dominant, et le peuple qu'on peut reconnaître physiquement sans problème, qui est le peuple des dominés. Bon. En Allemagne, ça ne marche pas. Pourquoi ? Et c'est pour ça que l'antisémitisme est une forme de racisme extrêmement complexe. On ne peut pas, les nazis ni personne d'autre ne peuvent reconnaître les juifs sur leur apparence physique. On ne peut pas avoir cette espèce de racisme ethnique, soi-disant fondé sur une reconnaissance directe. Pourtant, la propagande s'y essaie. Dans les journaux et même à l'école, on prétend étudier les traits du juif. Ils sont décrits comme l'antithèse absolue du modèle arien. Petit, gros, les yeux sombres, le nez crochu. Avec des nuanciers, des médecins nazis tentent de valider leur théorie, en vérifiant la couleur des cheveux et des yeux des enfants juifs. Mais les SS se rendent compte eux-mêmes que ce n'est pas très probant. Alors, on prête aux Juifs des pouvoirs diaboliques. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau où on insiste beaucoup sur les images typiques du juif, avec un grand nez, avec des yeux foncés et tout ça. Et puis après, il y a aussi la mascarade, comme appelaient les nazis, faite par le juif. Donc les juifs étaient ceux qui pourraient se masquer et se mélanger à la population sans qu'on puisse s'en apercevoir. C'est là où le juif pose problème pour l'arien, selon l'idéologie naziste, c'est parce qu'il arrive à se masquer. Donc on ne le voit pas tout de suite qu'il a des caractéristiques qui ne sont pas compatibles avec l'homme arien. Face à ce qu'elle présente comme un redoutable ennemi, la SS invente un antisémitisme d'un genre nouveau, aussi froid que radical. Ses membres sont formés à agir méthodiquement, sans aucun sentiment. La SS, ce qu'elle cherche, c'est des définitions rationnelles, des définitions biologiques, et donc un traitement de cette question qui soit, si vous voulez, sans haine. Et c'est dit d'ailleurs, hein, c'est dit par Himmler, la haine, et vous voyez, c'est terrible de ce que ça révèle de l'antisémitisme de ses militants. Haïr de manière passionnelle les Juifs, c'est déjà trop les considérer dans la tête de certains SS. Et donc la solution à donner, elle doit être extrêmement rationnelle, froide, et ça, c'est vraiment une invention de la SS. Et ça explique beaucoup de choses par la suite dans le génocide. Pour l'heure, il n'est pas question de génocide. Il faut simplement se débarrasser des Juifs. On va les harceler par tous les moyens pour qu'ils quittent l'Allemagne. Dans les années 30, les discriminations se multiplient. Fermeture de magasins, interdiction d'exercer certains métiers, d'aller au cinéma, au restaurant, de s'asseoir sur certains bancs, regroupement dans des ghettos, port de l'étoile jaune. Mais ces solutions ne vont pas assez vite. Et la SS prépare des méthodes plus radicales. À quelques kilomètres de Munich, dans une ancienne usine de poudre reconvertie, le camp de Dachau.
Un camp de travail, disent les nazis. Comme l'indique la formule à l'entrée, le travail rend libre. Cet espace fermé est en fait une chasse gardée de la SS. Dès l'ouverture du camp en 1933, Himmler en a obtenu la responsabilité. Il visite souvent ce qui est présenté comme une prison modèle pour les opposants politiques. En réalité, c'est déjà un petit enfer. Le chef de la SS veut faire de Dachau le centre d'expérimentation de sa politique de répression. Pour cela, il a besoin d'un homme de confiance. Il porte son choix sur un personnage sulfureux, Theodor Eicke. Il a un passé assez turbulent, dans le sens qu'il a passé des longues périodes de chômage, il a même passé un séjour dans un asile psychiatrique. Elissa Mailander, historienne. Et il était même, à un moment donné, rayé des listes de la SS. Donc en fait, ce n'est pas vraiment le candidat de rêve. Néanmoins, Himmler, il lui confie cette tâche et il lui dit clairement que c'est sa dernière chance. Eicke n'oubliera jamais qu'il doit tout à Himmler. Il va faire de Dachau un lieu de terreur, la matrice de tous les camps à venir. Comme gardien, il recrute un nouveau type de SS, des hommes peu éduqués qui ont grandi avec l'idéologie nazie, de 22 ans maximum. La raison pour laquelle cette SS recrute essentiellement des hommes jeunes est une raison stratégique, pourrait-on dire, à savoir disposer de militants particulièrement malléables, des hommes jeunes également bien souvent au chômage, en rupture de banc vis-à-vis de la société, dans la mesure où cette branche de la SS n'offre pas non plus des conditions de travail et des conditions d'emploi mirobolantes. Ces jeunes recrues, Eicke va leur apprendre à devenir violents et sans pitié. Comme le raconte ce dessin d'un détenu, les prisonniers sont accueillis dans le camp par 25 coups de nerf de bœuf. Une manière de briser toute résistance, mais aussi de conditionner les gardiens. Partager ensemble un crime, c'est quand même un moment très fédérateur. Donc il va vraiment forcer les SS à assister au châtiment corporel, à l'exécuter ou à le regarder. Et par là, il crée vraiment des rites de passage et des rites d'initiation qui sont très, très formateurs pour la SS. Il y a un terme, mais un adjectif qui revient comme un mantra, si vous voulez, dans le discours de la SS, c'est hart, dur. Man muss hart sein. Il faut être dur. Dur d'abord envers soi-même, envers ce que les SS appellent le salaud intérieur. Der innere Schweinhund, c'est-à-dire l'homme faible, sensible. Faible parce qu'il a été affaibli par le christianisme, c'est-à-dire par le judéo-christianisme. On lui a enseigné la pitié, la commisération, la douceur, toutes sortes de sentiments antinaturels. Et il faut le faire taire, cet homme sensible, ce salaud intérieur, pour pouvoir être dur ensuite avec les ennemis de la race germanique. À l'intérieur du camp, les prisonniers entassés dans des dortoirs sont réduits à l'état de bêtes. Ils sont torturés dans les cachots, pour un oui ou pour un non. Sous couvert de règlement, Eicke y fait régner l'arbitraire. À l'extérieur du camp, même au sein du régime nazi, certains s'inquiètent de la terreur qui règne à Dachau. Mais aucune protestation n'est possible. Himmler a veillé de faire du camp un lieu contrôlé par la SS et hermétiquement fermé. Aucun fonctionnaire de l'État ne peut y pénétrer, ni la justice, ni la police. Personne ne peut investiguer et pénétrer dans cet espace clos. Donc ça protège les SS parce que, évidemment, la justice ne peut pas les accuser des meurtres. C'est à ce moment-là donc que le système concentrationnaire devient un monde, on peut dire un monde à part. En 1936, la matrice est en place. La SS ouvre 5 autres camps comme Dachau sur le territoire allemand. Les opposants politiques y sont rejoints par tous les éléments indésirables,
juifs, tziganes, mendiants, homosexuels. Plusieurs milliers de personnes sont emprisonnées, torturées, en toute impunité. À 3 ans du conflit mondial, la SS a étendu sa toile. Vous venez d'écouter La Schutzstaffel, un État dans l'État. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La Schutzstaffel, un État dans l'État est un podcast coproduit par Initial Studio et Tournez s'il vous plaît, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Tournez s'il vous plaît et réalisé par Mathieu Schwartz. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun. Montage, Victor Benamou. Avec la voix d'Alix Martineau.